Je pense que la résilience et la détermination et juste le fait de pouvoir faire la même chose pendant très longtemps, être un barbare, tu vois, c'est ça qui t'amène vraiment le plus loin possible en vrai. Faire 10K, mais les faire prospérer sur 6 mois, je pense que c'est l'un des trucs les plus durs à faire. Même juste faire 10K et le tenir sur 3 mois. Énormément de ta vie en fait va être du taf. Et donc si t'as pas la maîtrise, la pleine maîtrise sur ce que tu fais dans ton travail, tu vas pas être épanoui, tu vois, et tu vas passer ta vie en fait à vivre pour quelqu'un d'autre. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode d'Atmos. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité très spécial, le premier qui a accepté mon invitation. C'est Jules Fléché. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, Florimond. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content de pouvoir parler sur le podcast aujourd'hui. Très content de voir ce que ça va nous réserver aussi ce nouveau projet là, nouveau Bah podcast. écoute, j'espère que ça va. T'inquiète pas, je prépare des belles petites choses pour le premier épisode et pour les épisodes après. On verra, je vais inviter plusieurs personnalités. Donc, ma première question, évidemment, ce serait est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ce que Ouais, tu bien fais, sûr. etc., ton âge. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, moi, je m'appelle Jules, j'ai 21 ans, j'habite à Dubaï depuis septembre et j'ai fondé une boîte qui s'appelle Out of Mhm. Office. Donc, c'est une agence d'automatisation donc, dans laquelle on accompagne en fait les business d'agences, d'infoprenariat, de coaching de PME, un peu tous les types de boîtes à automatiser leurs process et à mettre un petit peu de structure aussi dans tout ça au passage, mais surtout à faire de l'automatisation et de l'IA. Et du coup, on est une agence qui est focus sur N8N et c'est ça qu'on fait depuis un an maintenant. On a accompagné plus d'une cinquantaine de boîtes à le faire et voilà quoi, c'est un peu ça la story. Et toi, Florimond, est-ce que tu peux te présenter aussi pour les gens qui te connaissent peut-être Oh, pas? pas mal, pas mal. Ok. Bah écoute, je vais me présenter aussi. Donc j'ai 21 ans, le même âge que Jules. Je suis encore en études et j'ai lancé une petite agence Inflow depuis Inflow avec un seul W. Si avec deux W comprendront. Du coup, nous on est un peu avec Inflow, on est une agence de structuration et d'automatisation un peu pour le même titre que Jules, mais plus pour les PME, etc. On est plus dans la partie structuration que simplement automatisation. Et là, je suis en troisième année de licence et puis bah voilà, hein, pour l'instant, on est là-dessus, hein. On est là-dessus. Donc, alors, Atmos, ça va être un peu spécial. Vous n'allez pas trop. C'est un peu. J'essaye de tirer un peu un petit concept. Donc là, je t'ai à peu près concocté trois thèmes. Donc, pour toi, ce sera l'IA, l'éducation ou l'université et l'entrepreneuriat en tant que jeune de 21 ans. Tu as le choix entre les trois sujets. Donc, tu me dis par lequel tu veux commencer. Et il y a une petite question, il y a une petite question pour chaque sujet. Vas-y, on y va, on part sur les études alors. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok, L'éducation. ok, trop bien. Ok. Pourquoi, parce que j'ai fait des petites recherches, etc. Pourquoi en tant que jeune qui a fait un bachelor à l'ESCP, qui est l'ESCP qui me semble la troisième meilleure école de commerce en France, pourquoi tu as décidé un peu de quitter le... Comment? Selon les classements. Selon les classements, c'est vrai, selon les classements. Pourquoi tu as décidé un peu de quitter le SCP et t'as pas parti vers un PGE ou un master et tu as décidé de lancer ton projet? Parce que je pense que c'est une question qui en intéresse énormément, en intéresse certains, notamment moi qui là est en fin de licence. Donc un peu ton retour dessus. Ouais, carrément. Bah, du coup, moi, j'ai commencé mes études en 2022, en première année. Et quand je suis arrivé en première année, en fait, je me suis rendu compte de plein de trucs dès les premières semaines de cours. La première, c'est que j'allais pas apprendre un métier en école de commerce. Donc, j'ai vite compris que bah, le temps que j'avais aussi à côté des cours, parce qu'on est sur des cursus qui sont pas hyper demandeurs, tu vois, en termes de travail. Moi, j'avais l'habitude de bosser et tout au lycée. Donc, enfin, en vrai, j'étais vraiment très tranquille au niveau du rythme. Et je me suis dit, bah, en vrai, je pense que c'est la meilleure occasion pour lancer un business, pour essayer de commencer l'entrepreneuriat. Et donc ça a fait son chemin, hein. La graine a été plantée, tu vois, en première année. Et j'ai lancé ma boîte il y a qu'un an de ça, donc en milieu de troisième année. Ok, Le temps qui s'est passé entre les deux, je l'ai passé à consolider mes compétences, tu vois, apprendre à faire du marketing, apprendre un métier finalement. Et du coup, c'est un peu ça le chemin de pensée qui est arrivé. Donc très rapidement, j'ai compris que le master, c'était pas forcément pour moi. Moi, j'avais quelques exemples aussi autour de moi, des gens que j'ai pu côtoyer, qui avaient réussi dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, bah, ça lève pas mal de barrières mentales, mine de rien, qui te font te dire, en vrai, je suis pas plus con qu'un autre. Je pense que je peux y arriver aussi, tu vois. Et se dire, hmm, est-ce que j'ai envie d'aller faire un master qui va encore coûter, je sais pas combien d'euros, qui va prendre encore combien, enfin, des 25 000 il me semble. et tu rentres en CDI, tu vois, enfin, t'es payé, c'est des salaires qui, tu vas mettre du temps, tu vois, à rembourser tout ça. Et même juste, Hmm,
salarié me correspondait pas trop en termes d'heures de travail, en termes de responsabilité et en termes même de créativité. Tu vois, moi, je pars du principe que ton taf, c'est un truc dans lequel tu vas injecter énormément de temps. En vrai, tu vois, 70% de ta journée, c'est du taf. Hein. Je suis pas bon en pourcentage. Je sais pas si c'est le bon pourcentage. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que énormément de ta vie, en fait, va être du taf. Et donc, si t'as pas la maîtrise, la pleine maîtrise sur ce que tu fais hein, dans ton travail, tu vas pas être épanoui, tu vois. Et tu vas passer ta vie, en fait, à vivre pour quelqu'un d'autre, que ce soit dans le cadre d'une Mm. boîte ou quoi que ce soit. Donc, il y a un peu cet aspect-là créatif, tu vois, presque de le fondateur impose sa vision sur sa boîte qui était trop important pour moi, tu vois. Et du coup, bon, bah, c'est un peu tout ça qui m'a mené là où j'en suis. Et, euh, et j'en Ok. suis plutôt content, tu vois. Et toi, comment ça se passe? Du coup, tu es en troisième année, tu veux pas faire de master? Bah, en fait, le truc, c'est que en fait, les masters, je sais pas réellement si c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que école de commerce, c'est c'est intéressant. Tu vois, c'est hormis le réseau. Je pense que c'est surtout le réseau. Après, comme tu l'as signalé, il y a aussi le problème du coût. Et dire est-ce que finalement ces 25 000 € sont vraiment rentabilisés. Je pense que sur un très long terme, oui. Mais sur un moyen terme, non. Je pense que sur tes 2 ou 3 premières années, ils servent pas à grand chose, mais je pense qu'un effet cumulé, tu vois, effet boule de neige. Et ouais, après, moi, j'ai un avis un peu biaisé sur les études. C'est le fait que je pense que les études servent, je pense que les études servent au niveau comment dire, de la réflexion et surtout au niveau, socialement, je pense que c'est ça te permet en fait de rester connecté avec des gens et que, bon, même si en tant qu'entrepreneur, ok, en tant que quelqu'un qui monte des projets, tu vas forcément côtoyer des gens, énormément de gens, etc. Et tu vas discuter, certes. Mais je pense que la confiance et l'intelligence en fait émotionnelle que tu te fais euh, pendant la, pendant tes études, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas forcément récupérer dans l'entrepreneuriat parce que tu es là à bosser entre 10 et 12 heures tout seul ou avec ton associé grand max, mais vous êtes deux et vous n'êtes pas là tous les jours à côtoyer énormément de gens qui viennent de différents horizons. Moi, j'en ai parlé là vu que j'ai fait un Erasmus. Il y avait j'ai discuté avec des Brésiliens, avec des gens du quatre coins du monde. Et bah, je pense que d'un point de vue social, je pense que les études servent. Après, je pense que d'un point de vue compétences, ça t'en permet d'en développer énormément, mais pas les compétences en fait qu'on te veut faire apprendre, Ah oui, ok. mais les compétences entre guillemets implicites, tout ce qui est tu veux parler en public, euh, voir, je peux parler à plein de gens. Ouais, là je les ai pas tous, mais je pense que ça te permet de développer plein de soft skills entre guillemets qui sont importants dans la vie quotidienne, mais ce n'est pas les choses que tu apprends réellement à l'école. Par exemple, le marketing, j'ai plus appris en 2 ans qu'en 3 ans de cours de marketing en cours. Bah, bien sûr. C'est plein de choses comme ça. Donc oui, je pense que les écoles servent d'un point de vue social, d'un point de vue même mentalement en soi. Je pense que ça te permet de mûrir énormément. Mais par contre, ce qu'on essaie de t'apprendre, tu peux l'apprendre autrement. En montant des projets, tu peux l'apprendre plus facilement. Et surtout, je pense que tu l'apprends plus à tes dépens. Parce que, en fait, vu que tu te mets des barrières, tu te dis que tu es obligé de le faire, tu vois. Et de l'apprendre et de l'injecter dans tes connaissances. Bon, je monopolise la parole. C'est toi mon invité, c'est pas moi. Je te rejoins là-dessus, en vrai. Ok. C'est assez, ouais, enfin, c'est assez correct, je trouve, ce que tu dis. Je suis assez aligné avec ça, on va dire. Ah, super. Mais j'avais une question, tu vois, c'est que on parle souvent en France, on a un peu le culte de l'élitisme, des grosses écoles, comment dire, ouais, des grandes études. Et est-ce que tu t'as vraiment vu, toi, le SCP? Parce qu'il y a quand même quand tu fais prépa et quand tu fais une université, il y a vraiment un mythe, tu sais, du top 3 dans les classements, je l'entends, Ouais. qui est, ouais, les gens de SCP et tout sont hyper intelligents, etc. Mais toi, est-ce que d'un bachelor, est-ce que tu as vraiment vu, parce que évidemment, tu as côtoyé d'autres gens avec de l'entrepreneuriat, donc qui n'avaient pas fait, entre guillemets, ce gros cycle universitaire, mais est-ce que tu vois quand même des différences entre les gens de l'ESCP, les gens des top 3 écoles de co, aux gens universitaires ou même prépa, tu vois? Des gens dans le cycle universitaire supérieur, qui viennent de rentrer dedans en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En vrai, j'ai pas vu de différence tant sur le plan intellectuel. Après, l'intelligence, c'est un truc que
chacun a Hmm. sa définition, tu vois, de ce qu'est l'intelligence. Je suis pas persuadé que le mec qui majore sa prépa et tout est plus intelligent qu'un autre, tu vois. C'est juste, enfin, c'est des spectres de Hmm. l'intellect en fait. Et, euh, et par contre, pour le coup, à l'ESCP, ce que tu remarques quand même, c'est, bah, comme tu disais, tu accèdes en fait à une espèce d'élite en termes de cercles sociaux. Donc c'est Hmm. intéressant. Moi, j'ai pas fait de prépa, donc en plus, je suis arrivé dans un bachelor. Et donc en fait, bah, de fait, comme le bachelor est payant, etc., euh, tu, Hmm. euh, tu rentres dans un cursus en fait où la sélection se fait aussi par l'argent. Et du coup, vraiment, tu es avec des gens qui sont issus de milieux sociaux extrêmement privilégiés, tu vois. Moi je viens d'une famille qui a des bons moyens financiers et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai pas du tout grandi dans des sphères privées, tu vois, Hmm. des sectes Rallye, etc. sociales, voilà, c'est ça, tous ces trucs-là, de l'aristocratie, ou même, parce que nous, il y avait beaucoup d'étrangers, juste des familles d'expats extrêmement fortunés, tu Hmm. vois. Et donc ça m'a ouvert un peu à tout ça, donc c'était hyper cool, et je trouve que c'est grave intéressant aussi d'évoluer avec des gens comme ça, parce que bah, ça te tire quand même plutôt vers le haut, j'aurais tendance à dire. Maintenant, sur le plan intellectuel, il n'y a pas de différence. Je pense que les gens fantasment un peu sur, bah voilà, t'as eu le temps en concours, donc t'es plus smart et tout. Moi, je le vois pas du tout comme ça, et je pense que même si, enfin, si on va un peu plus loin, tu vois, on est dans une société qui est un peu mouvante. J'ai l'impression que cette facette-là de l'intellect, qui est bah, l'intelligence purement logique, calculatoire, enfin très, très scolaire, perd complètement dans son intérêt, tu vois. Genre, ChatGPT sera toujours meilleur que nous à ce genre de truc. Donc en fait, bah, on arrive in fine dans un truc où les gens courent après la mauvaise carotte, selon moi. Et du coup, enfin bref, Ok, c'est voilà. hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'on n'a pas le même opinion dessus. Toi, tu penses pas? Tu penses que les gens qui se tuent en Ah, en fait, prépa, ils ont raison dans le monde actuel dans lequel on vit, où la richesse, enfin, va pas du tout à ces gens-là? non, en fait, moi, je pense que je pars du postulat que tout le monde doit faire prépa. Enfin, en fait, la quantité de travail qu'on te demande en prépa, elle va te servir toute ta vie. Parce que je viens d'une famille où quasi beaucoup de monde ont fait prépa. Donc, je pense que faire prépa, c'est bénéfique d'un point de vue capacité de travail, d'un point de vue intellectuel. Mais par contre, je pense que, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, en fait, de prépa qui font école de co et qui après qui drop out, enfin ou alors qu'ils arrêtent les écoles de co et après qui vont lancer leur projet, etc. Parce qu'en fait, ils ont une ils ont une quantité, une capacité de travail qui est énorme. Et en fait, ils se rendent compte que passer dans des cabs et tout, ok, c'est peut-être intéressant, mais peut-être sur 3 à 4 ans, voire 5 ans grand max. Et Ouais. qu'après, ils se disent, bah, en fait, pourquoi je veux faire ça alors que je sais que j'ai des capacités de travail qui sont énormes et que je peux faire bien plus par moi-même que si je suis un cycle, euh, si je suis un cycle qui est prédéfini et qui m'emmène à 40 ans et j'aurais toujours rien fait, j'aurais toujours rien fait, quoi. Moi, j'aurais juste fait des trucs hyper élitistes, certes, mais j'aurais rien fait de moi-même, tu vois. Bah sur ça, on est complètement d'accord, mais du coup, tu penses pas que ces gens-là, ils auraient tout intérêt à juste ne pas faire de prépa, quoi? À commencer direct la vie Non, active ou à aller entreprendre ou faire quoi que ce soit? non, je pense que la prépa, c'est une très bonne école. Voilà, c'est une opinion qu'on aura, mais je pense que la prépa, c'est une très bonne école, parce que j'ai fait prépa aussi. Et j'ai appris énormément de choses. Et en fait, vu que tu es avec des gens qui sont, quand tu viens d'un milieu inférieur, j'entends, aux gens de prépa, parce que souvent c'est parisienne, etc. Et ils vont en province pour les plus petites prépas. En fait, tu te rends compte que tu as beaucoup à apprendre d'eux, ils ont beaucoup à apprendre de toi, parce que vous n'avez pas vécu dans la même façon, vous n'avez pas eu les mêmes chances, etc. au début, mais vous arrivez quand même, en fait, il y a quand même comment dire, en fait, vous arrivez tous au même endroit, et je pense que vous en apprenez énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses parce que j'étais avec des gens très intelligents peut-être académiquement, mais peut-être pas, bah, enfin, c'était pas factuel. Enfin, peut-être que dans la vie de tous les jours, ils sont un peu moins bons. En l'occurrence, peut-être l'inverse pour moi. Et en fait, ça t'apprend des choses et ça te permet de te développer. Voilà. Ok, et pour toi, si là, parce que on vient d'en parler, mais est-ce que tu recommanderais aux gens de faire des études ou non? Bah, je pense qu'il y a énormément, énormément de secteurs d'industrie où les études sont encore hyper pertinentes. Moi, je pense que l'école de commerce, Ok. c'est un peu la première carte du château de cartes qui s'est effondrée, tu vois. Ça fait quelques années maintenant que, selon moi, ça sert plus à rien. Enfin,
qu'on s'entende, hein. Aujourd'hui, si tu veux bosser en finance et tout ça, va faire une école de commerce, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, Mm. c'est que, Encore ingénieur. ouais, je parlerai pas de ça parce que je le connais pas, tu vois. Je suis pas du tout ingénieur, je suis pas Mhm. médecin, je suis pas n'importe les métiers des arts, etc. Ou là, l'architecture, des choses où en fait, évidemment que les études sont pertinentes, tu vois. Genre, je pense pas que un mec sur Internet avec des gros muscles et une casquette va pouvoir t'apprendre comment le faire mieux que ton prof que tu payes 15 000 balles, tu vois. Maintenant, le Mm. marketing, le commerce, le fait de juste générer une entreprise qui génère des profits, selon moi, tu l'apprends mieux sur Internet aujourd'hui que nulle part ailleurs, tu vois. Et c'est aussi grâce à l'explosion de la Internet Money, tu vois. Ces gens dont beaucoup de gens Mm. parlent. C'est un truc qui a un peu rebattu les cartes aussi sur tout ça et qui permet à des jeunes aujourd'hui de notre âge, tu vois, d'être à la tête de boîtes qui pèsent des millions d'euros. Enfin, c'est trop cool. Mais, euh, mais je pense que voilà, l'école de commerce, c'est un peu la première carte qui s'est effondrée sur un peu la bulle académique en France. Et je pense que cette bulle-là a gonflé du fait des prix qui sont affichés sur ce genre de cursus, tu vois. Et donc c'est pas pour autant que, enfin c'est pas, ça veut pas dire que, je sais pas, celle de l'architecture va s'effondrer, tu vois, parce que je pense que on est encore cohérent entre le prix que les gens payent et la valeur des cours qui sont enseignés. Mais en école de commerce, on l'est plus du tout depuis des années. Et du coup, selon moi, si tu veux juste apprendre, si tu veux juste te développer, bah fais pas d'études, tu vois. Si tu es dans l'optique de faire une école de commerce, ou alors trouve une autre voie, trouve un autre métier qui te fait kiffer et va faire des études en lien avec ce métier-là, quoi. Mm. Ok, je vois. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Bah, en soi, moi, je pense que il y a toujours un intérêt un peu de faire une école de commerce ou non, d'un point de vue réseau, d'un point de vue des gens aussi, comme je te l'ai dit, comme je l'ai expliqué pour la prépa. Et je pense que c'est surtout ça l'un des plus gros intérêts des écoles de co, surtout que ça te permet entre guillemets t'as donné un prestige qui n'est pas forcément le meilleur, mais en soi, ta capacité de travail t'a permis, j'entends académiquement, ta capacité de travail t'a permis de monter à ce genre de stade. Donc, je pense que d'une manière sine qua non, si tu rebats les cartes correctement et que tu peux que tu as bien travaillé, tu peux quand même aller en école de co. Et je pense que l'école de co, c'est intéressant de ce point de vue-là, mais les cours, oui. Je suis d'accord que on peut apprendre bien plus euh, par soi-même. Et que oui, des métiers comme avocat, médecin, psy, toutes ces choses-là, tu as besoin de faire des études. Mais par contre, études de commerce, etc., un peu moins. Mais par contre, j'avais vu une stat intéressante, c'est que il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le nombre d'étudiants en commerce a doublé, voire triplé en 10 ans. Ah ouais? Donc, ouais, En c'est vrai, une ça stat m'est. que j'avais vue. Mais tu vois, ça force aussi le trait du est-ce que les gens font vraiment du commerce pour faire du commerce parce qu'ils aiment vraiment ça ou ils font pour effet de mode? Bah, je pense que tu as un truc où c'est aussi une norme sociale, tu vois, dans des milieux qui ont les moyens, etc., où les parents ont envie aussi de payer des études à leurs enfants. C'est assez commun, au final, de rediriger vers une école de commerce, quoi. Même si le mec est perdu, tu vois, à 18 ans, en vrai, il n'y en a pas beaucoup des jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et qui ont un peu une vision d'une roadmap qui serait à peu près cohérente, tu vois. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là par dépit. Et, euh, et c'est normal, tu vois, c'est OK, hein. Totalement ok. Et Ok. c'est OK. Et c'est ok. Ok, je vois. Je pense qu'on pourrait attaquer le deuxième bloc qui est plutôt, en fait, vu que tu as eu un cheminement où c'était vraiment pile dans ton semestre 5 ou semestre 6 de ton école de commerce que tu as justement lancé out of office. En fait, quel était le cheminement qui t'est venu pour te dire, OK, je vais lancer ce genre d'agence, donc agence d'automatisation, etc. Je te raconte l'histoire du coup. Donc en fait, moi, comme je te disais, j'ai commencé à me renseigner sur tout ça vers la première année, tu vois. Première année, deuxième année. En Hmm, deuxième année, j'ai quelqu'un qui m'a donné sa chance, qui est mon associé aujourd'hui, qui est un gars qui avait déjà une agence en fait de publicité, une agence d'ads qui tourne bien, et qui m'a fait confiance pour m'embaucher, tu vois, en stagiaire, ok. en heure un peu à côté de l'école de coach, tu vois, pour faire de la prospection. Donc il m'a dit en gros, fais de l'outbound, apprends à faire de l'outbound. Je savais rien faire à l'époque. Et donc bah, j'ai appris, tu vois, par moi-même. Eux, ils n'avaient pas trop le temps de me gérer, tu vois. Du coup, j'étais vraiment autonome. Et j'ai appris à faire des campagnes de prospection, à voilà, gérer tous ces trucs-là. Et en fait, j'ai commencé à prendre mes propres clients après derrière. C'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance aussi derrière, parce que j'ai fait une alternance.
Ça, c'est très cool d'ailleurs. On peut refaire une toute petite parenthèse là-dessus. Les études, c'est pas ouf, mais Vas-y. l'alternance, c'est vraiment très très lourd. Je conseille vraiment de faire une alternance, c'est vraiment cool. Et bref, j'apprends du coup à faire de la prospection, je trouve mon alternance comme ça, et donc en fait de fil en aiguille, j'arrive en troisième année, je commence mon alternance, je sais faire de la prospection, je commence à prospecter, et au fil de l'année, j'ai des opportunités de gens qui me demandent si je peux faire de la prospection pour eux en direct, donc en fait en freelance. Donc je commence à prendre des clients, tu vois, il y a moins d'un an de ça, hein. Mes premiers clients, je les ai signés en mars ou avril 2025, et Ok. aujourd'hui, tu vois, fin février. Et donc je les signe comme ça en prospection. Et en fait, de fil en aiguille, bah, ce mec avec qui je bossais à l'époque dans sa boîte qui s'appelle Adsback me contacte, me dit en vrai, je pense qu'on a un putain de truc à faire sur N8N. Vu que moi je faisais déjà du N8N avec la prospection, on a été un des premiers milieux, Hmm. tu vois, touchés par l'automatisation, etc. Et donc bah, j'avais bien compris, tu vois, comment ça marchait, etc. En fait, il me contacte, il me dit bah écoute, viens, on lance quelque chose, une agence d'automatisation. Surtout que moi, j'ai une agence, je sais comment scaler une agence, donc je peux t'aider là-dessus. Et surtout, on peut aller automatiser des agences parce que bah, je sais exactement quelles sont les problématiques, comment on peut faire, etc. Donc nous, on s'est niché hyper rapidement sur on automatise des agences. Et en fait, c'est parce qu'on avait plus Hmm. d'autorité sur ce marché-là, tu vois. On connaissait tous les deux ce monde-là. Lui il avait une agence, tu vois, qui est, comme je te disais, hein, d'une quinzaine de personnes. Moi, plus petit, mais j'avais bien compris aussi les rouages, comment ça marchait, tu vois. Et on y allait comme ça, on a commencé de fil en aiguille comme ça. Donc à cette époque-là, j'étais encore en alternance. Donc j'étais en alternance, en cours, et je faisais ça à côté. Genre c'était un peu chargé, tu vois, l'emploi du temps, surtout que j'habitais à Paris, et du coup, bah, quand c'est pas comme à Dubaï, tu vois, à Paris, faut être concentré pour pas flancher, tu vois, pour pas Hmm. sortir, pour pas aller faire la Hmm. fête. Hmm. Euh, et du coup, voilà, c'est une période assez intense pour moi, mais hyper importante, tu vois, hyper charnière dans la construction de tout ça. Mais dès le départ, tu vois, c'était bah, cette logique de faire de l'automatisation, aller aider les boîtes à automatiser tout ce qui se passait parce qu'on voyait en fait qu'il y avait un peu une vague au loin et qu'on voulait la surfer, tu vois, genre la vague de l'automatisation, la vague. Yomi. Et ouais, bah, typiquement, tu vois, bon, lui, sa vague, elle s'est Hmm. explosée par terre, mais c'est ça en gros. Hmm. Toi, c'est quoi la story un peu? Bah, en fait, la story, c'est que j'avais lancé une petite agence d'ads, d'ads que je raconte, une petite agence de prospection et de création de contenu LinkedIn en 2024. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que il y avait un besoin, mais j'étais pas aussi bon que d'autres certains sur le marché, parce qu'en gros, ça faisait à peu près depuis 2021-2022 que je faisais de la création de contenu sur Insta et TikTok et YouTube pour des agences e-sport, etc. à l'époque. Et donc en fait, on a fait 4 chiffres en 3 mois avec la première agence. Et vient un moment où en fait on a décidé d'arrêter en 3 mois, donc entre mai et juillet. Et en fait, à la fin, j'en avais marre. En fait, je voyais plus trop le sens du produit. Tu sais, c'est un peu la quête du produit. Est-ce que le produit t'attire? Est-ce que tu veux vendre le produit, etc. Ça, je pense que ce sera un thème à aborder aussi. Et donc là, on fait une pause. J'arrête l'agence. Enfin, j'arrête le petit projet entre guillemets. Et en mars-avril là 2025, je décide d'appeler quelqu'un qui me dit OK, bah arrête tout. Là, si tu as un projet, arrête tout. Et je te file mon projet d'ex-agence et tu essayes de le répéter. Et donc, pendant, allez, peut-être 3 4 mois, je, je bidouillais un peu dans les automatisations, je ne comprenais pas trop, je voyais pas trop comment ça fonctionnait, etc. Jamais été très bon en dev, code, etc. C'était quoi lui son truc? J'ai pas compris. Lui, il faisait de l'onboarding, lui, à l'époque. Ok. Ok. Et, et en gros, du coup, moi, j'ai décidé d'arrêter le truc. Enfin, pas décidé d'arrêter le truc, mais je me disais que moi, j'étais pas bon pour le dev, etc. Et du coup, décidé de recontacter mon associé de la, de mon ex-agence et je lui ai dit, OK, si tu veux, on relance un projet ensemble. Toi, tu parles sur toute la partie dev et moi, je fais marketing, prospection, etc. Marketing, quoi. Et il me fait, OK, vas-y. Donc là, on a décidé de lancer là, en septembre. Et bah, ça se dépatouille bien, quoi, depuis septembre. C'est pas mal, c'est pas mal. Petit projet qui se lance bien, on est content. On a bah, évidemment quelques galères. Et sinon, ça fait à peu près 6 mois. Ouais, 6 mois. Et bah, on a quelques objectifs pour 2026. Moi, je suis un peu du genre à pas trop dire, à juste travailler en soum soum et après on verra. Toi, je sais que tu en avais parlé, tu avais fait une vidéo YouTube sur ton objectif d'ici juillet, il me semble, ou au Q1. Il me semble avec tes 50K, il me semble, si je me trompe pas.
Ouais, ouais, bah, j'ai fait une stratégie, ouais, mais après, tu sais, bah, comme on dit, hein, il y a des embûches qui se sèment et on les gère aussi, hein. Mais Hmm, effectivement, ouais. Mais c'est cool, je connaissais pas l'histoire là, du coup, ok, bah trop bien. Et hmm. côté acquisition, du coup, ça se passe comment pour vous? Vous faites ça, vous êtes sur LinkedIn, enfin sur Bah, quoi? pour côté acquisition, on est principalement sur LinkedIn. On va se lancer sur Insta et YouTube, parce que bon, je pense qu'on connaît Mathis Chloé, etc. Et il a un peu amené un vent en mode on a un peu le tout tracé, je pense, pour scaler d'une manière en acquisition son agence. Mais je pense que beaucoup ne le font pas correctement ou alors ne le font. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils le font pas. Et c'est pour ça que leurs agences ne pètent pas, ils font pas plus de clients. Ça, en tout cas, moi, c'est un truc que je vois souvent dans les clients avec les profils qu'on a en appel et même les clients qu'on a. C'est que, en fait, ils connaissent le pattern pour aller plus. Donc, j'entends 50, 100K par mois. Enfin, allez, d'abord 20, après 50, après 100. Mais en fait, sauf qu'ils connaissent, mais sauf qu'ils le mettent pas en place. Et je pense que c'est aussi l'un des problèmes aussi moi, je dirais plutôt de l'écosystème LinkedIn. C'est que, bah, il y a pas, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites et il n'y a pas grand monde qui font beaucoup. Et c'est ce qui tue un peu, je trouve, la manière dont les agences se lancent et la manière dont les agences prospèrent aussi sur LinkedIn. Voilà, Ok. c'est ma petite thèse dessus. Ouais, ok, je te vois un peu dubitatif. Non, En je gros, suis je veux curieux dire d'avoir que, la partie LinkedIn, là. ok, en gros, je trouve que sur LinkedIn, il y a énormément c'est un peu un brouhaha, tu vois, il y a tout le monde qui dit à tort et à travers, sauf que il y a deux, allez, peut-être, il y a trois ou quatre acteurs qui disent la vérité et que, en fait, il faut juste écouter ce qu'ils disent et après scale. Et alors que, en fait, bah, les gens en fait, les très bons conseils, en fait, sont dilués dans un amas d'informations continuelles. Tous les jours, tu vois la même chose. Et les gens, ils sont en mode, OK, je vais prendre cet accompagnement, il me paraît mieux que celui-là, il me paraît mieux que celui-là, etc. Alors que tu suis juste une personne, il donne tout gratuitement, tu scales et ça ira mieux. Et tu feras beaucoup plus de chiffres que beaucoup qui ont lancé des programmes, qui te vendent ça à des prix exorbitants alors qu'ils n'ont jamais forcément scalé d'agence. Ça, je pense que toi aussi, tu as des cas t'as des cas, surtout en acquisition, quand t'étais freelance. Et ouais, c'est mon retour un peu dessus. Mais moi, j'ai une question par rapport un peu à l'automatisation et l'IA, parce qu'on sait que avec Yomi, etc., ça a été fortement le. En tout cas, moi, j'ai pas trop l'impression que comment dire, le paysage un peu des agences IA, des agences a été perturbé par Yomi, parce que je trouve qu'en fait Yomi n'a pas fait grand-chose. Il Ouais, a non, pas juste pondu 600 clones qui vont arriver dans 2, 3 mois parce qu'ils sont tous en train de se dormir dessus. Mais je trouve que les agences d'automatisation sur LinkedIn se ressemblent toutes. Et en fait, il y en a très peu qui sortent du lot, dont la tienne, en tout cas, moi j'en vois. mais Et en fait, je voulais avoir un peu ton retour sur les automatisations. Et ce que toi, t'en faisais du marché, en tout cas de LinkedIn, moi c'est que celui que je connais. Je connais pas celui d'Insta et YouTube, etc. ouais. Bah, en vrai, déjà, pour parler de tout le truc un peu Yomi Denzel et tout, faut comprendre que faire une agence d'automatisation, c'est un truc qui a jamais été vraiment fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas Hmm, de grosses agences N8N qui sont sur le marché, etc. Donc nous, on essaie de se faire un nom, bien sûr, hein, tant bien que mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un business model et un business qui est extrêmement nouveau et qui, du coup, de fait, est extrêmement dur, en fait, à pénétrer ou à faire prospérer parce que ton marché n'est pas éduqué, ton marché n'est pas habitué à consommer sur ce pôle de dépenses-là. Et toi, en termes de delivery, tu n'as pas d'exemple à recopier, tu vois, en termes hmm, d'offres, de modèles, de positionnement, de tout. Et donc, en fait, bah, tout le monde galère, tu vois, c'est vachement dur. Et donc, ce truc de Yomi Denzel, moi, ça me fait absolument pas peur parce que je sais que tous les gens, et ça m'a malheureux de le dire, sont partis dans cet accompagnement-là, vont pas gagner un seul euro, tu vois, en automatisation. Parce qu'aujourd'hui, apprendre à automatiser, c'est pas très compliqué, tu vois, ça prend quelques semaines, et puis ça y est, t'es un expert en vrai, si tu t'y prends bien.
Ce qui est dur, c'est de construire une boîte, de vendre à des gens et de délivrer bien, vite, etc. Et tu vois, le delivery en agence d'autom, il est hyper compliqué parce qu'en vrai, tes clients, ils ont des attentes de Mm. malades parce que eux, ils subissent la FOMO du marketing et tous les trucs à la con qu'ils voient sur les réseaux. Toi, derrière, bah, tu connais la réalité du marché, tu vois, tu sais ce qui est vraiment faisable, etc. Et donc, tu essaies de cuisiner un peu avec tout ça, mais c'est pas facile, tu vois. On ne fait pas une agence de, je sais pas, je dis n'importe quoi, de prospection où c'est binaire, tu vois. Tu fais de la prospection, tu fais des campagnes, Mm. tu fais des leads. C'est un peu un jeu de volume, un peu un jeu de. Allez, il y a du skills, hein, bien sûr, mais ça marche, tu vois. Les gens, ils sont habitués à dépenser là-dessus, etc. Là, on est sur des business qui sont hyper nouveaux. Et du coup, c'est une approche qui est vraiment particulière. Sur l'automatisation en tant que telle, moi, j'ai une vision, ouais, comme je te disais, bah, c'est relativement dur, tu vois. Et je pense que c'est un truc Ok, hyper intéressant. que les gens reconnaissent pas forcément. C'est-à-dire que aujourd'hui, faire un flow, je sais pas, je dis n'importe quoi, automatiser une facture, c'est facile. Mais nous, on automatise Mm. des trucs qui sont grave galères et on se heurte à des clients qui parfois comprennent pas, tu vois, la complexité. Genre, nous, on fait des T'as des automatisations. exemples ou pas? Ouais, on fait beaucoup D'un d'automatisation process un peu. de reporting. Genre, on bosse avec des Ok, agences ouais. qui font des reporting qui sont tous différents. Genre, je sais pas, ils ont 10, 15 typologies de clients. Tous les clients ont des reportings différents. Ils veulent que on fasse les graphiques, qu'on fasse les slides, qu'on fasse le design de tout, qui soit parfait, qu'on mette de l'IA dedans, qu'ils fassent les bonnes recos de chiffres avec exactement les conseils qu'ils auraient poussés. Et tout ça, on le fait, tu vois. Genre, en vrai, on le livre, hein, c'est ça qu'ils ont à la fin. C'est juste que des fois, ça prend du temps, etc. Et eux, ils sont en mode, bah non, ça devrait prendre une semaine, machin. Et c'est le problème du marché, tu vois. Moi, je pense que dans 2 3 ans, ce sera complètement normal d'avoir une agence d'automatisation en tant que presta. Comme, je sais pas, il y a 10 20 ans de ça, avoir une agence web, tu étais en mode comment ça et tout. Genre, C'est un alien. ouais, tu étais en mode j'ai pas besoin de ça et tout, c'est pour les outsiders. Et maintenant, avoir une agence Mm. marketing, c'est la base, tu vois. Maintenant, la vraie question, Pas c'est encore, hein, j'ai pas l'impression encore. Parce une qu'il y a encore énormément d'agences. Bah, en fait, je pense que post-Covid, les agences de marketing, etc., il y a vraiment eu un intérêt post-Covid. Mais je trouve qu'avant, on était un peu dans le truc du, ok, traditionnel, on va faire des pubs, toutes les pubs, entre guillemets, traditionnelles, donc les infos, la télé, dans la rue, dans le métro, etc. Et je trouve que post-Covid, il y a vraiment eu un truc des agences de market. Et surtout, en tout cas, ce que je vois, ça fait à peu près depuis 2 ans, à peu près. Tu pourras me dire si tu partages la même opinion, sur les shorts, les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a une Ouais, considération énorme des marques sur les réseaux sociaux. ouais, ouais, grave, complètement. J'allais dire, ouais, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée de vouloir creuser le sillage, tu vois? Moi, c'est la question que je me pose Mm. tous les jours. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable de se tuer à la tâche pour éduquer le marché en même temps, voilà, enfin faire ce travail en fait de bah, montrer la voie. Là où tu as énormément d'exemples d'agences, de boîtes qui ont explosé bien après, tu vois, que le marché s'installe. Tu as des agences d'ads Mm. qui ont explosé en arrivant bien après tout le monde. Enfin, tu vois, il y a le profil un peu de l'outsider qui a l'air de surperformer par rapport au profil du mec qui ouvre la voie de tout ça. Donc c'est la question. Maintenant, bon, ça fait presque un an que je fais ce que je fais. Je continue de le faire. Donc je pense que tu peux connaître ma réponse comme ça. Mais c'est vrai que bah, ça fait chier. Tu vois, des fois, tu as l'impression de te tuer. Alors que moi, quand je faisais de la prospection, je me tuais beaucoup moins. Et ça chiffrait, tu vois. Genre, enfin, c'est intéressant. Mais je pense que, tu vois, je pense que j'avais une discussion, enfin, j'étais sur un podcast et le gars, il disait que il faut sans cesse que tu sois, quand tu es plus âgé, il faut sans cesse que tu sois avec un enfant pour un peu avoir une vision du monde qui est différente et que toutes les idées que l'enfant a, toi, tu dois les incorporer dans ton truc. Et du coup, j'y viens. Je fais un parallèle à quand tu es un mec qui a ouvert la voie, en fait, il faut que tu te remplisses d'opinions de mecs qui sont un peu à contre-courant et qui se disent, OK, mais ça, on peut le changer, en fait, parce que là, c'est un truc, ça fait depuis 10 ans que c'est là, ça change pas. Et en fait, vu que toi, tu as le capital financier et d'autorité, et bah, eux, ils vont forcément galérer à lancer le truc. Et que bah, toi, tu l'installes. Par l'idée, en gros, c'est un peu du vol d'idée, mais tu le matures, pardon. Tu matures à ta personne et à ta brain. Hmm. Et je pense que ça fonctionnera bien plus. Donc, l'idée euh, quand c'est toi qui crée la voie, après tu vas t'essouffler. Non, je pense qu'il faut simplement que tu continues et que tu restes actualisé aux nouvelles trends et que tu t'entoures de gens qui sont constamment
dans la remise en question du marché et, euh, et qui sont là à se dire, ok, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ça. Parce que si toi, tu es dans le marché depuis très longtemps, il y a forcément plein de choses que tu vas pas voir que eux, ils vont voir en tant que nouveau. Ouais, ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que, après, c'est encore tout jeune, comme tu le dis, mais je trouve que malheureusement, les automatisations, beaucoup de gens sont juste à te vendre des, sont juste là à te dire, ok, oui, je t'automatise ça et ça. Il n'y a pas un réel but stratégique derrière. Ils sont juste là en train de dire, ok, bah, t'as ce problème-là, moi, je te vends ça. Et c'est tout. Il y a pas de, ils mûrissent pas l'idée, ils essayent pas de savoir si, par A plus B, ils pourraient créer un C ou un D ou un E, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Bah, nous, c'est un travail qu'on fait aussi avec nos clients, tu vois, de plus en plus sur les process en amont. Et ça, on l'a Mm. toujours fait, le fait d'identifier au max avec le client ce qu'il faut automatiser, tu vois. Des fois, ils viennent avec une idée précise. Et en fait, en discutant, tu te rends compte que c'est pas du tout la priorité, quoi, en termes de retour sur Mm. investissement possible, de rentabilité, etc. Donc, nous, on mène vraiment ce travail avec nos clients, étant donné qu'on comprend quand même assez bien les business models d'agence. Enfin, tu vois, on connaît bien. Et aujourd'hui, on a bossé quand même avec la plupart des gros acteurs du marché. Donc en vrai, on est pertinent aussi pour leur pousser des process. Et c'est justement, c'est intéressant parce que c'est ce que tu fais du coup dans la structuration. Nous, c'est un truc qu'on propose de plus en plus et en fait, on vient de plus en plus nous voir pour ça aussi. Mm. Que je vois. Bah, c'est justement ça au fil de truc, c'est que je pense qu'il y a vraiment deux typologies d'acteurs qui sont différents. Ceux qui sont plus tournés vers la structuration et qui sont plus dans un point de vue long terme, et ceux qui sont encore très bons techniquement, mais qui sont un peu en manque euh, ok, ouais, en fait, vu qu'on n'a pas on a que la vision technique, mais on n'a pas la vision stratégique derrière, tu vois. Ouais, complet. Et surtout, Voilà. même sur tu vois, les opérations, etc., si tu es trop dans cette démarche de j'automatise un truc que tu me dis d'automatiser, tu as beaucoup plus de risques de fail. Parce Mm. qu'en fait, le mec, son process, ça se trouve, il est Ouais. bancal. Enfin, tu as plein de trucs, tu vois. Mais ouais, il faut vraiment faire ce double travail. Selon moi, c'est là où toute la valeur aussi se cache dans le taf d'automatisation, d'IA, etc. Mais voilà. Mais vous, moi, je suis curieux de savoir en vrai, genre quand tu bosses avec un client sur ton agence, comment ça se passe, tu vois? Genre, soit tu fais quoi? Parce que tu dis que tu fais de la structuration, mais j'imagine que tu dois automatiser quelques trucs aussi, tu vois? Enfin, c'est quoi un peu l'approche? Bon. Bah, en fait, nous, c'est surtout une approche en fait, quand on aborde un client, on est là à se dire, en fait, l'automatisation, ça vient en second temps. En fait, on essaye de comprendre. Quand le client arrive, il nous dit, OK, nous, on fait ça en ce moment, et on touche pas à l'acquisition, ça c'est un truc. J'ai pas envie d'y toucher. L'acquisition, c'est vraiment pas un truc sur lequel j'ai envie d'y toucher. Du coup, c'est juste, on permet d'installer une structure qui va te, entre guillemets, te rendre riche et qui va te permettre de uniquement te concentrer sur la delivery d'un sens, parce que techniquement, c'est ce pourquoi tu as lancé ton agence. Et l'acquisition, après, tu prends une autre agence ou alors tu le fais toi-même. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on prend tous les process, je prends tous les process, je prends tout ce qu'ils font, je regarde toutes les grosses boîtes du secteur, j'entends les grosses boîtes, pas ceux qui font des milliards, hein, mais ceux qui sont allés peut-être un ou deux paliers au-dessus, et je vois ce qu'ils font, et je leur dis, ok, admettons, vous avez toute la delivery, elle se passe comme ça actuellement, il faut que vous fassiez ça. Si eux, ils sont d'accord, bah après, on lance les automatisations, parce qu'évidemment, les automatisations, c'est une part, en fait, c'est 50% du job après. Mais on est plus sur la partie de la structure, on réfléchit à pourquoi ça? Est-ce que ça, on peut pas le changer parce que vous voulez faire tant? Et voilà, c'est ça un peu notre cheminement. Pour aider tes clients, toi, tu me dis que tu vas voir un peu ce qui se passe sur le marché, sur leur marché, que font leurs concurrents et tout. Moi, je suis curieux de savoir comment tu fais, tu vois, pour Mhm. avoir les insights, pour récupérer tout ça. Et aussi, si tu fais pas de marketing ni de delivery, parce que du coup, tu dis c'est pour que eux ils puissent focus sur le Non, on fait la delivery. delivery, on fait la delivery. On fait la Ok. delivery aussi. En fait, c'est juste la partie acquisition à laquelle on touche pas, parce qu'on sait que nous, on n'est pas dedans, mais en fait, c'est comme toi, là, qui dit aussi que, en fait, on réfléchit de plus en plus au point de vue structurel, et nous, justement, on réfléchit de plus en plus à la partie automatisation, partie acquisition, et c'est le fait que, bah, en fait,
quand les grosses agences, souvent, ils font du building public, etc., de plus en plus, et que je pense qu'en fonction de ce qui est fait, en fonction de la qualité de travail qui est fait, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe, etc., tu peux, par une relation un peu de cause à effet, tu peux te dire, OK, à peu près, je dis pas que c'est des process, c'est pas les process tels quels, mais tu peux te dire, OK, ça doit fonctionner comme ça en tant de temps, l'organisation, elle doit être comme ça. Et après, c'est du bon sens. Parce qu'il y a Claude. Claude aussi. Claude, c'est un outil qui nous aide énormément dans la vie de tous les jours. Moi, en tout cas, dans la point de vue structuration, etc., ça m'amène plein d'idées et tout. Mais je pense que d'un point de vue dans les concurrents, c'est tu vois ce que les gens, ce que les fondateurs créent, ce que les créateurs disent, tu vois comment ils procèdent au point de vue de la fabrication, la rapidité d'exécution, etc. Tu peux en déduire des, des choses et en fonction des déductions, bah, tu peux mettre en place des choses. Et, euh, et après, ces process sont plus ou moins bons, mais après, pour l'instant, ils fonctionnent très bien. Donc, on n'a pas eu de retour négatif pour l'instant. Ok. Et c'est quoi ta typologie de client un peu Ouais. La typologie de client, pour l'instant, on est entre à peu près, on est entre 20 et 100 cas à peu près là pour l'instant. Typologie de client. de tes clients? En gros, c'est des gens qui font entre 20 et 100 k par mois? Ouais, ouais, ouais. Et on n'a pas encore défini de niche précise, même si je pense que dans 2 ou 3 mois, on va s'aventurer sur un marché bien précis, parce que certains m'intéressent plus que d'autres. Donc ouais. Mais toi, parce que là, tu as travaillé avec Gemeos, etc. Mais toi, t'as un ICP précis, tu sais très bien qui tu vises tout le temps ou pas? Ouais, bah nous on vise les fondateurs d'agences. Les mecs qui sont soit en Ok. freelance, soit en agence et qui veulent automatiser leur boîte. Tu vois, après on adresse un peu tout le scope, hein. De toute façon, en France, des agences digitales, ça va de une personne, et c'est là que tu as énormément de gens, je sais pas, Hmm. les plus grosses agences, en vrai, tu dois avoir peut-être 150, 200 personnes max, tu vois, dans les plus grosses de France, sur le plan vraiment digital. Moi, Hmm. je te parle pas d'agences, je sais pas, des grosses agences événementielles parisiennes ou quoi, et je te parle pas des vieilles agences non Ok. plus, tu vois. Les Publicis et tout, on ne leur Publicis, c'est parle tout pas. là? C'est trop Hmm. gros pour nous. Bah, de toute façon, c'est Mais trop gros. Ouais, c'est trop gros. mais les mecs de la New Wave, on va dire, c'est à eux qu'on parle, quoi. Ok. Et après, du coup, au niveau de l'entrepreneuriat en tant que 21 ans, parce qu'on est tous les deux jeunes et on s'aventure sur un domaine qui est quand même très dur en fait, bien que sur les réseaux et tout, on le vend comme waouh, trop bien entrepreneuriat, dans 3 mois vous allez faire 10K, vous allez tous riches. Ouais, ouais. Comment toi, tu vois En fait, pour toi, c'est quoi la vision de l'entrepreneuriat actuellement? Ta vision en tout cas. Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? Ouais, ouais, bah c'est grave intéressant. Bah déjà, le pourquoi, je te l'expliquais un peu plus tôt. Voilà, Hmm. j'étais en école de co et tout, j'ai décidé tout ça. Mais c'est vrai que la vision, elle est assez différente de ce que tout le monde dit. Et ça, c'est hyper vrai, tu vois. Genre, les gens, Il y ils a sont Kéo dans les complètement. rues. Ouais, ouais, c'est ça. Les gens, ils sont complètement biaisés, tu vois, sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Tu vois, la vérité, c'est que c'est dur. Et tant mieux. Genre, si ça l'était pas, ce serait le bordel. Ouais, genre, tout le monde serait entrepreneur. Je pense qu'il faut être résilient comme un ouf. Et tu vois, on parlait d'intelligence tout à l'heure. Je suis vraiment pas sûr que ce soit une qualité qui soit nécessaire pour être un bon entrepreneur. Euh, je pense que Ok. la résilience et la détermination et juste le fait de pouvoir faire la même chose pendant très longtemps, être un barbare, tu vois, c'est ça qui t'amène vraiment le plus loin Hmm. possible en vrai. Selon moi, c'est vraiment un jeu de sacrifice et voilà, d'être résilient. Et c'est pas du tout glamour comme on peut te le montrer sur les réseaux, tu vois. Enfin, la vérité, c'est qu'il y a des problèmes tous les jours et que c'est la galère et que quand tu prends du recul, c'est trop bien. Genre, tu vois les chiffres grossissent, tout se passe bien. Mais quand tu es dans le daily du truc, tu es juste à la guerre, quoi. Et c'est cool, tu Hmm. vois, c'est bien. Mais faut en être conscient, je pense, avant de se lancer, parce que tu as des gens qui sont un peu pépères, qui se disent, vas-y, moi je suis un entrepreneur et tout, parce qu'ils ont des bonnes idées, ils aiment bien le statut que ça leur confère, de dire, voilà, je suis un peu un outsider, tu vois, je pense Hmm. différemment. La vérité, c'est que, voilà, pour faire de l'argent, c'est quand même, faut aller le chercher, tu vois. Et il faut se tuer à la tâche. Ouais. Et c'est voilà, que les gens, je pense, n'ont pas. Enfin, les gens, en fait, ont une mauvaise perception du temps, tu vois, que ça prend.
Genre, Mm. parce que je sais pas toi, tu vois, mais j'imagine que tu dois bosser beaucoup pour prendre plus de clients. Les gens, tu vois, Ouais. ils pensent que c'est inné, que ça va vite, quoi. Bah déjà, juste pour lancer le produit, on a mis 3 mois, quoi. Et on a officiellement lancé l'agence en septembre, mais ça faisait depuis mai, juin qu'on réfléchissait à comment lancer une agence, euh, qu'est-ce qu'on devait mettre en place, etc. Donc en fait, il y a tout un travail de recherche. Et l'entrepreneuriat, tu peux pas faire. Même, j'ai aussi un truc parce que je vois souvent passer sur LinkedIn, etc. Les 10K, tout le tralala. Mais faire 10K, c'est énorme. Je pense que les gens s'en rendent pas compte et que tout le monde ne fait pas 10K. Je discute avec énormément de gens, ils font pas 10K, ils disent tous qu'ils font 10K, mais rien du tout. Et pour faire 10K, bah, il faut y aller, quoi. Parce que Ouais, ouais. 10K, c'est énorme, même si tu as des prestations en high ticket, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. Bah, en vrai, Mm. tout dépend de la valeur que tu arrives à transmettre à tes clients, hein. En soi, tu vois, 10K, je sais pas, si tu prends un panier moyen à 3K, c'est 3 clients, enfin, c'est 3 clients et un peu plus, tu vois. En fait, enfin, ça Mm. dépend vraiment de la Ouais. perception que tu as de ça. Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on dit. Maintenant, dès lors que tu Mm. as un truc qui, qui apporte de la valeur, il suffit de faire du sales, tu vois, genre juste de générer des leads et de les closer. Après, pour moi, aller chercher de la satisfaction client, c'est beaucoup plus dur qu'aller chercher 10K, tu vois. Parce qu'en vrai, les 10K, tu les collectes Je suis avant d'accord. d'avoir livré le mec. Donc en soi, et t'en as plein des gars sur le marché qui font n'importe quoi, qui sont super forts en marketing, super forts en vente, mais qui après font n'importe quoi derrière. Et tu vois, ils font quand même de l'argent parce que c'est à ce moment-là que ça Mm. se joue. Je suis d'accord. Ouais, mais ouais, je pense qu'après, ça, on peut en discuter pendant des heures et des heures, même sans forcément mentionner de nom, mais il y en a un sur LinkedIn, en tout cas, qui propage cette idée fausse, qui est le 10K facile. Mais en fait, comme tu le dis, je pense que le 10K est difficile à faire, mais simple dans le sens où tu as besoin de 3 clients ou 4, ça dépend de ton panier moyen, tu les as. Mais par contre, sur un truc sur lequel je te rejoins, c'est que faire 10K, mais les faire prospérer sur 6 mois, C'est ça. je pense que c'est l'un des trucs les plus durs à faire. Même juste faire 10K et le tenir sur 3 mois, Ouais, c'est ouais. Bah, c'est hyper dur. c'est ça qui a de la vraie valeur, hein, parce que faire du chiffre et scammer tout le monde, Mm. bah, c'est pas pérenne, tu vois. À demain, tu montes une agence qui fait du Ouais. MRR, qui a de la vraie récurrence et tout ça, enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est un asset qui vaut déjà de l'argent. Une agence qui fait 10K, tu vois, c'est une agence qui fait, je sais pas, bah, qui va faire un peu plus de 100K par an, si tu gères bien ta marge et tout, enfin, tu as déjà un truc qui vaut quasiment 100 000 euros, tu vois. Je sais pas, après, ça dépend hein, de ce que tu fais. Enfin, là, je prends des grosses Mm. approximations en termes de valo. Mais Grosse fourchette. ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que là, ça a de la valeur. Si demain Mm. tu scams juste des gens, bah, tu vas t'en mettre plein les poches, mais c'est tout, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que j'avais une question par rapport pour refaire un parallèle avec les études et tout. Est-ce que toi, tu vois une vraie différence entre un entrepreneur de 21 ans, enfin, quelqu'un qui lance des projets soi-même sans les études, et, parce que j'ai une vision assez du mot entrepreneur et de sa définition, mais d'un gars qui lance des projets et qui est pas en cours, et celui qui est en cours et juste, bah, qui vit sa vie, qui juste suit le Bah, pattern des études, quoi. Donc 5 ans et c'est tout. bah, sur quel plan Sur le plan, je, sur le plan plutôt ok, parce que moi j'ai un peu la vision en fait, ces mecs, ils sont bons, mais ils sont un peu, tu vois, c'est un peu on te dit ce que tu dois faire pendant 5 ans, et après t'es toujours en mode, oui, bah, on te dit ce que tu as à faire, et c'est ça tout au long de ta vie, et qu'il n'y a pas réellement tu sors pas vraiment du cadre pour réfléchir autrement, tu vois. Ouais, bah ça, c'est Je sais pas si tu 98% de la vois. population, hein. Mm, Enfin, en vrai, c'est ça. ça concerne tout le monde, ça. Mais je pense qu'il y a, Mm. enfin, il y a pas besoin de poser de jugement de valeur sur les gens qui réfléchissent comme ça. Ah non, pas du Je tout. pense que Je pense que à la base, c'est juste un calcul de qu'est-ce que je valorise le plus, tu vois. Est-ce que je valorise le plus Mm, le fait, comme on disait, de porter mon projet
d'avoir potentiellement des revenus qui sont beaucoup plus élevés, mais comme pas du tout. Et je prends ce risque-là et j'assume la pleine responsabilité de ma vie. Ou est-ce que, bah, à l'inverse, le travail, bon, bah, le travail, ça va rester au plan secondaire de ma life, tu vois. Et je vais trouver un travail qui va me donner de Mm. l'argent, qui va me rendre heureux. Et moi, je vais mettre mon temps sur bah, construire des relations, juste avoir une vie qui est sympa, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font ce choix-là, par défaut, des fois, par croyance limitante, d'autres, et par pur choix, encore d'autres fois, tu vois. Mais c'est un Mm. choix qui est valable aussi. C'est juste, ça dépend bah, de la vision de chacun, quoi. Ok, ouais, je vois. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi en plus. J'ai un peu la même vision. Ouais. Mais, mais est-ce que toi, parce que on en parle beaucoup, mais en France, etc. Est-ce que toi, dans ton entourage et même entourage perso et même en règle générale tous ceux qui ont entendu parler de toi, etc. Quel est le poids du regard extérieur sur toi, ce que tu fais? Parce que c'est un truc intéressant quand même. Parce qu'on est sur les réseaux et tout, et je pense que c'est une question beaucoup de monde se Ouais, pose et beaucoup de monde se lance pas à cause de ça, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai, ça c'est un vrai sujet. Euh, Perso, enfin, en fait, je fais très attention, tu vois, à ce que les gens peuvent penser de moi, etc. Et je trouve ça important, tu vois. Moi, ça a joué aussi dans mon choix d'être entrepreneur. J'aimais bien aussi ce côté, bah, ça te confère une certaine aura par la force des choses, tu vois, de juste bouger à fond, être motivé, Mm. être impliqué, tu vois, dans ton projet. Et, euh, et c'est un truc qui était important, tu vois. Et je pense qu'il faut l'assumer, enfin, faut l'accepter. Maintenant. Je pense qu'il faut prendre quand même le contre-pied de ça dans l'aspect production. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, etc., tu livres quelque chose, tu crées un truc. En vrai, c'est au bon vouloir des gens de l'apprécier ou pas. Tu vois, à un moment, il faut se libérer de ça parce que sinon, tu n'avances pas. Et surtout, un truc qui peut beaucoup aider, mais c'est une réflexion qui est vraiment très conne, c'est est-ce que tu te rappelles des gens qui créent du contenu, tu vois, 2 jours plus tard? Genre, en vrai, tout le monde s'en fiche. Genre, les gens pensent qu'à eux, ils sont centrés sur leur Ouais, vie. Si tu fais un écart, bah ok, les gens ils vont peut-être rire la première fois, tu vois, ils vont rire la deuxième fois, ils vont rire la troisième fois, la 40e fois, ils vont voir que ça marche de ouf. Ils vont te demander comment t'as fait, tu vois. Enfin, en vrai, c'est trop con de se prendre la tête là-dessus. Genre, pour le coup, tu vois, genre, je sais pas, juste le cap de poster sur LinkedIn, il y a plein de gens qui osent pas poster sur LinkedIn, mais enfin, les mecs, c'est le but de LinkedIn, genre. mm. Et Bien sur sûr. Insta, je comprends, la barrière, Ouais. elle est un peu plus forte. Mais c'est pareil, au final, genre, tout le Mm. monde peut comprendre que tu es en train de juste essayer de gagner ta vie, tu vois, de faire un projet qui marche. Et enfin, perso, moi, j'ai jamais porté. Et je pense aussi à un autre truc, il faut écouter, tu vois, les critiques des gens qui sont là où tu veux être. Et pareil pour les conseils. Et donc, en fait, les Ouais, gens qui critiquent je en suis d'accord avec général, ils toi. sont pas là où tu veux être. Genre, moi, je me vois mal dans un scénario où le mec qui est là où je veux être, genre un entrepreneur qui a du succès et tout, va voir mon contenu et va se dire putain, c'est trop la honte, tu vois. Genre, je pense que ça n'existe pas. Genre, c'est vraiment, ça n'existe pas. Ouais. Les gens qui se disent ça, c'est plutôt des mecs qui sont dans leur chambre en slip et qui se disent, ah, trop la honte et tout. Mais ils sont dans leur chambre en slip, tu vois. Genre, en vrai, faut comprendre ça, c'est hyper Et je, important. et je pense que c'est aussi de la jalousie. Je pense que, en tout cas, moi, quand j'ai été un peu, parce que je pense qu'on a tous une période un peu où on trigger un peu tout le monde, où on est un peu méchant et on est un peu rageux. Mais c'était quand j'étais bien plus jeune. Mais en fait, je trouve que tu te moques des gens parce que ils sont dans une projection, ils sont dans l'une de tes projections de vie que toi t'es pas encore. Et en fait, t'es juste là à les critiquer parce qu'en mode ils sont là où t'es et toi tu y es toujours pas. Et du coup, tu remets la faute sur eux en mode ah mais ils sont là, mais eux ils ont réussi, mais ils ont triché et tout parce que toi tu y arrives pas. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai mûri ces derniers temps. Et en fait, bah, c'est que ça en fait. Les gens sont des rageux parce qu'ils sont en fait, personnellement, je pense qu'on va s'arrêter là après dessus, sur ces belles paroles, mais je trouve qu'il y a personne qui est foncièrement méchant. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et enfin, pour moi, c'est exactement ça. Après, est-ce que toi, t'as beaucoup de rageux? Enfin, tu vois, moi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de rageux, tu vois. Genre, Non, non, j'ai pas de rageux, mais enfin, j'ai déjà eu des petits dramas et tout sur LinkedIn, etc. Parce que bon, voilà. ah ouais? Mais euh, ouais, je pourrais, je te raconterai. En fait, non, c'est pas tellement LinkedIn le truc, c'est juste dans la vie de tous les jours. Et les gens, ils sont là à te freiner parce que vu qu'ils connaissent pas et vu qu'ils sont pas, vu bah, t'essayes de faire des choses qui eux n'ont jamais fait, bah, ils ont peur et du coup forcément ils essayent de t'en empêcher. Et parfois pour certains, je dis bien c'est rare, hein, mais parfois pour certains ils sont là à te décrier, à te dire ouais tu fais de la merde, oh, c'est trop nul,
non, 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 non. Et juste parce que bah ils sont pas confortables avec ça, parce que eux ils voudraient le faire, mais toi tu le fais réellement, t'essayes, mais eux ils font pas, du coup bah il y a un peu un décalage. Et, euh, et voilà. Non, j'ai jamais eu de rageux à proprement parler, là entre guillemets sur LinkedIn actuellement, mais c'est plus dans la vie de tous les jours et les échanges que j'ai avec certaines personnes quoi. Voilà. Ok, d'accord. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moi, en tout cas, j'étais très heureux de faire un petit épisode avec toi. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah carrément, ouais, merci pour l'invite, Florimond, c'était très cool de pouvoir échanger là-dessus. C'est vrai que c'est des Bah, je t'en sujets assez prie. intéressants. Bon, je pense qu'on est un peu resté en surface sur quelques trucs, mais bon, on n'avait pas le temps, tu vois. Ouais. Mais c'est des sujets qui sont cool. En vrai, merci d'avoir pu bah, organiser ça. On a pu discuter, c'était très cool. Bah, si tu veux, je pense qu'on fera un autre épisode prochainement, tous les deux, parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de sujets qu'on peut explorer et qu'on n'a pas fait encore assez en profondeur. Et voilà, je pense que pour un premier opus, c'est pas mal. Donc, bah écoutez, écoute, je te souhaite une bonne soirée entre guillemets. Et, euh, et puis, ben, on se retrouve pour les auditeurs. On se retrouve. J'aime bien les auditeurs, c'est un mot très beau. J'aime beaucoup. On se retrouve au deuxième épisode. Et je sais pas encore qui sera l'invité, mais je vous promets qu'il y aura un autre épisode avec Jules. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez l'épisode. Et puis, bah, défoncez tout quoi. Voilà. Passez une bonne soirée. À plus les gars. Allez, merci tout le monde.